Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Celles et ceux qui ont suivi la formation premium sur les fruits et le fructose en diète méditerranéenne, et plus généralement dans les zones bleues, savent déjà que le fructose, un sucre naturellement contenu dans les fruits et le miel, suit une voie métabolique bien particulière. Cela fait du fructose un sucre certes naturel, mais potentiellement dangereux lorsqu'il est apporté en excès. Alors pour répondre à une problématique très prisée par les consommateurs de fruits, voici notre classement ultime des 10 meilleurs fruits pour la santé, la perte de poids, le maintien de bons marqueurs de santé et la longévité. Classement d'ailleurs basé sur des critères à la fois compatibles avec la diète méditerranéenne qui est centrée autour d'un juste équilibre entre plaisir gustatif et diversité de produits relativement sains, et la diète low carb, plus fondamentale, et donc davantage tournée vers l'efficacité et la reprise d'une santé optimale. Tout d'abord, petit rappel sur le fructose. Le fructose, donc le sucre des fruits, est traité quasi entièrement dans l'organisme par le foie. A l'inverse, le glucose, qui est la source majoritaire d'énergie dans l'alimentation standard via les glucides, et que l'on retrouve aussi bien dans des aliments sucrés comme le sucre de table que dans des aliments salés comme l'amidon de blé par exemple, est traité par la plupart des cellules de l'organisme à des fins énergétiques. Une partie du glucose entrant est donc utilisée directement comme source d'énergie par divers tissus et par divers organes, en plus d'être stocké par le foie sous forme de glycogène hépatique, donc environ 100 à 120 grammes selon les individus, mais également par ailleurs sous forme de glycogène dans les muscles, pour une utilisation ultérieure. On estime que le glycogène hépatique, donc le glycogène du foie, peut être utilisé pour maintenir les niveaux de glucose sanguin pendant quelques heures, généralement entre 12 et 24 heures. Car pour rappel, l'organisme cherche en permanence à maintenir sa glycémie de manière relativement stable. C'est d'ailleurs celui-ci qui est utilisé en priorité entre les repas, c'est donc le glycogène hépatique qui est utilisé en priorité entre les repas, tandis que le glycogène des muscles est utilisé en général lors d'une activité physique. Enfin, une fois les stocks remplis donc de glycogène, l'excès de glucose qui a été consommé pourra être converti en réserve de graisse et le niveau de stockage en graisse dépend notamment du statut énergétique global de l'individu, de son niveau de sédentarité, du fait qu'il pratique ou pas un sport intense, etc. Mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons dans un contenu entièrement dédié. Donc la principale différence entre le glucose et le fructose, c'est que le fructose est quasi intégralement métabolisé par le foie et il ne peut pas vraiment être utilisé tel quel par les cellules de l'organisme. Tandis que le glucose, lui, est directement utilisé par les cellules de l'organisme à divers endroits pour produire de l'énergie à travers un processus qui est appelé la glycolyse, en plus du glucose que le foie peut stocker sous forme de glycogène et en plus du glucose qui va être par ailleurs stocké sous forme de glycogène dans les muscles. Or, le foie, c'est un organe clé qui agit sur un grand nombre de processus physiologiques, parmi lesquels la composition du sang, l'élimination des toxines, le stockage des vitamines et des minéraux, la production de bile, etc. Et le fait de centraliser la métabolisation du fructose en son sein, dans le cas où ce fructose serait ingéré en excès de manière quasiment régulière et en ne respectant pas le rythme chronobiologique du foie, cela va entraîner des conséquences fâcheuses pour la santé. Parce que si on veut simplifier à l'extrême, cela va rajouter du travail au foie qui est déjà très occupé par ailleurs. Dit de manière plus anthropologique, le foie ne se serait pas forcément adapté au fil des siècles à des apports aussi massifs de fructose tels que nous les consommons aujourd'hui. Toujours pour rappel, le foie fabrique du glycogène hépatique, c'est-à-dire du glucose et du fructose ingérés qu'il va qu'il va transformer en une réserve énergétique qu'on appelle le glycogène. Énergie qu'il peut libérer à tout moment si besoin, notamment pour le cerveau. Par exemple, la nuit, lorsque l'on dort et qu'il n'y a plus d'apport alimentaire, le foie libère du glucose à partir du glycogène hépatique, c'est la glycogénolyse,
afin de maintenir les niveaux de sucre dans le sang et fournir de l'énergie aux fonctions vitales de l'organisme. La problématique survient lorsque les niveaux de glucose et de fructose sont élevés et que les besoins énergétiques immédiats sont satisfaits et enfin que le niveau de glycogène hépatique est plein. Le foie va alors convertir l'excès de glucose et de fructose en acides gras par un processus appelé lipogenèse. Et ces acides gras produits par la lipogenèse dans le foie sont transportés vers les tissus adipeux, donc la graisse de l'organisme, où ils sont combinés avec du glycérol pour former des triglycérides, qui sont la principale forme de stockage des graisses, et qui là aussi, finalement, constituent une source d'énergie pour l'organisme. D'ailleurs, cette source d'énergie, produite à partir du glucose ou du fructose, aurait permis dans l'histoire de l'humanité de survivre aux périodes de famine. En revanche, ce qui était autrefois une aubaine serait aujourd'hui devenu un cadeau empoisonné, parce que si l'on consomme du glucose et du fructose en excès, deux problèmes majeurs peuvent survenir. Le premier, c'est l'augmentation tout simplement des graisses corporelles en excès, qui lorsqu'elles deviennent trop importantes, entraînent tout un tas de problèmes pour la santé. Le second souci, c'est le phénomène de résistance à l'insuline, qui se traduit par le fait que les cellules du foie, mais aussi celles du pancréas ou d'autres organes, ne parviennent plus à faire rentrer le glucose circulant dans les cellules afin de le brûler, car elles ne répondent plus à l'hormone de l'insuline, du fait, pour schématiser, qu'elles ont été trop exposées à cette insuline et qu'elles ont déjà eu trop de sucre à métaboliser. Donc le pancréas va produire de l'insuline de manière excessive pour forcer le sucre à rentrer dans les cellules, parfois en vain. Dans les deux cas, cela entraîne une hausse de la glycémie, donc le niveau de sucre dans le sang. Le glucose circulant ne parvient plus à être métabolisé et cela entraîne des problèmes de santé plus ou moins graves, comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et bien d'autres troubles métaboliques. Enfin, le troisième problème lié spécifiquement au fructose, c'est que contrairement au glucose, le fructose ne peut pas être métabolisé directement par l'organisme et il doit impérativement passer par le foie, ce qui en cas de consommation élevée vient amplifier le problème de foie surchargé. Alors que le foie va convertir une partie de ce fructose en acide gras, il sera d'autant plus susceptible de stocker ces acides gras sous forme de graisse hépatique, c'est-à-dire de graisse stockée dans le foie et autour du foie, ce qui contribue alors à la longue à l'une des maladies les plus symptomatiques de l'ère moderne, à savoir la stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle également la maladie du foie gras ou encore la maladie du soda, et qui est en d'autres termes l'accumulation excessive de graisse dans le foie, ce qui a des conséquences tout bonnement dramatiques pour la santé générale. C'est en ce sens que, par mesure de précaution, de plus en plus de voix s'élèvent contre une consommation excessive de glucose d'une part, mais aussi de fructose d'autre part, qui a la fâcheuse tendance de rendre le foie gras et résistant à l'insuline, lorsqu'il est consommé évidemment en excès. Et dans l'alimentation moderne, le fructose provient d'une consommation de fruits en excès, souvent très sucrés, et qui n'ont pas les mêmes teneurs en sucre et en fructose que les fruits d'autrefois, car ils ont été sélectionnés au fil du temps pour être plus sucrés aux yeux du consommateur. Et cette consommation de fruits est couplée à une consommation de fructose qui provient d'aliments transformés que l'on retrouve notamment dans les sodas par exemple. Si on prend l'exemple d'un individu qui consommerait presque chaque jour du jus d'orange, une barre de céréales aux fruits secs, un ou deux sodas, du sucre de table avec le thé ou le café, cet individu pourrait très rapidement atteindre au moins 50 grammes de fructose, pour ne pas dire parfois 100 grammes, ce qui est énorme. Pour rappel, l'OMS recommande 25 grammes de fructose journalier pour un individu moyen qui consommerait 2000 kilocalories par jour. Alors sans parler de celles et ceux qui pratiquent la diète cétogène et chez qui une association finalement de graisse en grande quantité et de sucre serait totalement contre-productif pour leur métabolisme, puisque cela les empêcherait de brûler du gras, et ils stockeraient aussitôt ce double apport d'énergie, tout en perturbant leur métabolisme, qui se situerait à la croisée de deux carburants. Alors comment faire pour modérer ces apports en fructose lorsque l'on veut continuer de profiter des fruits et qu'on aime leur goût délicieux? Eh bien tout simplement en privilégiant, quand on le peut, et sans forcément en faire une règle gravée dans le marbre 365 jours sur 365,
en privilégiant des fruits pauvres en sucre et particulièrement pauvres en fructose. Alors, attention tout de même à la teneur totale en fructose d'un aliment. Car comme nous l'avions vu dans le contenu dédié au fructose, la plupart des tables nutritionnelles affichent la quantité, quand elles l'affichent, elles affichent la quantité de fructose pour un aliment, la quantité de fructose d'un côté pour cet aliment et la quantité de saccharose de l'autre. Or, le saccharose est un disaccharide qui est composé et de glucose et de fructose. En conséquence, si un aliment contient à la fois du saccharose et du fructose, une partie du fructose proviendra du saccharose, une fois dans l'organisme. On peut donc considérer, afin d'estimer la teneur en fructose totale d'un aliment, que le fructose total contenu dans cet aliment est égal au fructose initial, tel qu'annoncé, auquel on va ajouter la moitié de saccharose. Par exemple, si le pamplemousse est annoncé comme ayant 1,77 g de fructose au 100 g, mais qu'il contient également 3,51 g de saccharose, alors on conclut que le pamplemousse contient 3,53 g de fructose et non pas 1,77 g de fructose tel que cela a été annoncé. Bon, la différence n'est pas abyssale, mais elle reste importante et il faut la prendre en compte, surtout quand on souhaite par exemple consommer ce genre de fruits en quantité non négligeable, notamment sous forme de jus par exemple, ou bien l'ajouter dans des quantités importantes à des recettes qui sont censées être low carb. Et pour dresser notre top 10 des fruits les plus sains, dans notre cas les fruits les plus pauvres en sucre et spécifiquement en fructose, afin de ménager le foie, pour dresser cette liste, on a pris le soin de prendre en compte ce critère donc de teneur totale de fructose, et donc d'annoncer la teneur en fructose totale et pas seulement la teneur en fructose initiale, telle qu'elle est annoncée dans les tables nutritionnelles, ce qui est particulièrement utile si on souhaite consommer des fruits mais que l'on souhaite optimiser sa santé, afin de ne pas se tromper dans les quantités, surtout si on a une pathologie liée au foie. Par ailleurs, ces fruits, tout comme les fruits très sucrés d'ailleurs, bénéficient aussi de fibres, de vitamines et de polyphénols qui seront très utiles pour l'organisme et il sera donc préférable de les consommer entiers et non en jus. Alors dans notre top 10 des meilleurs fruits pour la santé et pour le foie, avec donc leur teneur en fructose au 100 g, on retrouve donc les baies, donc les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, les framboises, qui contiennent environ, grosso modo, 3 g de fructose au 100 g. Et s'il ne fallait garder qu'une famille de fruits, ce serait bien celle-ci, car outre leur teneur très faible en sucre et leur faible propension d'ailleurs à rendre le consommateur addict, ces fruits bénéficient de propriétés antioxydantes et sont compatibles avec la diète méditerranéenne et avec la diète cétogène. Ils sont donc absolument parfaits. On retrouve également donc le pamplemousse, environ 4 g de fructose, l'abricot et la pêche, également 4 g de fructose, la pastèque qui contient environ 5 g de fructose et beaucoup d'eau, l'orange qui est également à 5 g de fructose, le kiwi, toujours à 5 g de fructose, et enfin un peu plus à 7 g de fructose, on va retrouver la pomme, la poire et le melon. Donc dans ce top 10, on a donc les baies, le pamplemousse, l'abricot, la pêche, la pastèque, l'orange, le kiwi, la pomme, la poire et le melon. Et dans les fruits hors concours parce qu'ils ne contiennent quasiment pas ou très peu de sucre et qu'ils n'ont pas véritablement d'ailleurs de goût sucré, on retrouve notamment ces fruits qui sont parmi les plus pauvres en sucre et qui sont notamment prisés par les pratiquants de l'alimentation cétogène et qui sont donc l'olive, que l'on peut considérer comme un légume même s'il est sur le plan botanique un fruit, l'avocat, le citron et enfin la noix de coco. Les sources les plus importantes de fructose, à l'inverse, sont par exemple le miel, les dattes, les raisins secs, les figues, que l'on consommera avec modération et si possible en ayant en parallèle une activité physique. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour comprendre les clés de l'alimentation humaine idéale, rendez-vous dans la zone membre du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, où vous aurez ainsi accès à tous les contenus privés et premium réservés aux membres Blueness. À très vite sur blueness.com.